Alors, d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Alors, je m'excuse auprès des gens de la SFEN, parce que ce que je vais faire, c'est essentiellement répéter l'exposé que j'avais fait au congrès de la SFEN à Paris, à la ville parisienne. Donc, j'avais fait, et je fais toujours, je dédie cet exposé à Georges Vandriès, qui a été mon premier patron au CEA, qui m'a reçu en 1958 au CEA. Je n'ai pas fait du tout de travail dans les réacteurs, mais comme j'allais régulièrement au séminaire du département, j'ai quand même suivi l'aventure un peu à la fois de la fusion et puis des réacteurs rapides, puisque c'est vraiment Georges Vandriès qui est à l'origine de ces deux programmes. Et c'était un grand monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on revient à l'époque où Georges Vandriès avait lancé les réacteurs rapides en France. Parce qu'il était convaincu qu'un jour ou l'autre, le nucléaire, ce sera des rapides, et en plus que ça représenterait une portion très importante de la fourniture d'énergie. Et je pense qu'on est à la veille d'une évolution de ce type, si on ne veut pas atteindre des températures vraiment trop dangereuses pour notre civilisation. Alors, comme référence, vous trouverez déjà un peu le contenu de ce que je vais dire dans un article paru dans la revue de l'énergie qui s'appelle « Oser le nucléaire pour trouver la solution aux problèmes climatiques ». Et puis, ce qui maintenant va paraître en début 2017 avec les articles disponibles en 2016 dans le Journal of Global Energy Issues, et c'est essentiellement de ça que je vais parler, de cette partie de l'article que nous avons rédigé à presque une vingtaine de chercheurs et physiciens français, américains, chinois, australiens. Et j'en passe, et belges, etc. Donc vraiment, on a construit un petit groupe international dont l'objectif est de faire reconnaître son travail par le GIEC, ce qui n'est pas très facile. Alors, on est parti, si vous voulez, essentiellement, d'abord, de construction de scénarios existants, parce que construire un scénario dans le détail, c'est un très gros travail. Et je me référerai souvent à l'IASA, qui est un bureau d'études qui travaille à Vienne et qui est spécialisé dans la construction de scénarios. Ils sont 400 à travailler là-dessus, donc nous, on n'était pas capables. Donc, on a pris essentiellement les grandes lignes de leur scénario et on les a modifiés essentiellement en augmentant la part du nucléaire dans ces scénarios. L'intérêt de ces scénarios, s'ils sont accessibles à tout le monde, on peut avoir des tableaux Excel, c'est très bien fait, et c'est aussi une des raisons pourquoi on a travaillé sur ces scénarios, parce que les autres scénarios, c'est des articles, et là, pour nous, c'est une boîte noire, on ne peut pas voir pourquoi ils ont, par exemple, comment ils produisent de l'hydrogène, si c'est, voilà, ces questions-là sont accessibles avec Yann. Donc tous les scénarios commencent par faire un certain nombre d'hypothèses, les hypothèses démographiques. Alors pratiquement tous supposent une population qui va devenir friser les 9 milliards en 2050 et éventuellement se stabiliser ou décroître. Ils partent aussi d'évolution du PIB, mix électrique pour chaque pays. Ce sont donc des scénarios assez détaillés qui descendent au niveau du pays. Et puis, ils se fixent des objectifs climatiques, énergétiques, économiques, sociaux, et on obtient un certain nombre de scénarios possibles avec les différents choix. Alors, à quoi ça sert ces scénarios? C'est pas fait pour prévoir l'avenir, c'est fait pour, disons, donner l'éventail des possibles. Pour le GIEC, il y a 4 groupes officiels
de scénaristes, donc un groupe en Hollande, un groupe au Pacifique du Nord-Ouest, c'est-à-dire essentiellement sur la côte ouest des États-Unis, un groupe au Japon et un groupe donc en Autriche qui est le IASA dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si on voit oui, là. Donc on va surtout parler de cela. Je dirais un petit mot des Hollandais. Les autres n'en parleraient pas, vous verrez pourquoi. Alors ces groupes se réunissent régulièrement dans l'IAMC, c'est-à-dire Integrated Assessment Modeling Consortium. On ne désespère pas d'y être intégré, parce que c'est ceux-là qui au fond, donnent, c'est le bureau d'études du GIEC. C'est vraiment ce qui sort de ce consortium qui est la référence du GIEC. Alors ce serait bien qu'on y arrive à faire notre trou là-dedans. On a fait une demande, il y a une conférence en décembre à Pékin, donc on a fait une demande de présentation de notre, c'est pas notre scénario, disons, de nos modifications de ces scénarios. On attend la réponse. Alors, le GIEC a défini des trajectoires qu'on appelle des RCP, Directive, je ne me souviens jamais, Representative Pathways, voilà, qui sont caractérisés par la valeur du forçage climatique en 2100. Quand on dit RCP 2,6, ça veut dire qu'en 2100, l'effet de serre sera équivalent à 2,6 watts par mètre carré. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du % de ce que la Terre reçoit de la part du Soleil. Et alors, il y en a plusieurs, jusqu'à 8. Et en fait, vous pouvez voir pour les différents RCP, ici, vous avez 2,6, 4,5, 6, 8,5, et vous voyez ici à quoi ça correspond pour la concentration de CO2 équivalent. Donc 2,6, vous voyez qu'on arrive à une concentration qui est relativement peu au-dessus de celle qu'on a maintenant. On a actuellement 400, et le 2,6, c'est moins de 450. Par contre, le 8, qui en fait entre nous est un peu celui qu'on aurait si on faisait rien, c'est 1200 ppm de CO2. Donc, là, dans le travail qu'on a fait, on s'est concentré sur les RCP 2,6. On va voir si le nucléaire peut aider là-dedans. Bon, c'est juste, je passe rapidement là-dessus, c'est des correspondances entre l'augmentation de la température par rapport au pré-industriel et puis la quantité de CO2 que vous voulez injecter supplémentaire dans l'atmosphère. Donc vous voyez que c'est, disons, maximum 1000 gigatonnes de CO2 pour rester dans la barre 2 à 2,4 degrés. Et si c'est 2, c'est encore moins. Donc dès maintenant, on peut dire que s'il n'y a pas des mesures de prise, on dépassera les 2 degrés. Parce que clairement, limiter nos émissions futures à 350, c'est actuellement, tous les ans, on envoie 35 gigatonnes par an de CO2, donc vous voyez que 350, c'est hors de portée. On n'y arrivera pas, sauf si on prend un certain nombre de mesures. Là, c'est une relation qu'on avait établie entre le surplus de CO2 dans l'atmosphère et la température. Vous voyez, donc 1000, ça donne 2,4. Alors, on va avoir affaire, en fait, à des scénarios, tous les scénarios dont je vais parler sont caractérisés, sont caractérisés par la même évolution des PIB par habitant dans les différentes régions du monde qui sont séparées dans ces scénarios.
Donc vous voyez que ça c'est essentiellement les pays développés. Il y a une croissance envisagée, mais elle est beaucoup plus rapide dans les pays en émergence. Et par exemple, si vous regardez l'Afrique, ici vous avez l'Afrique, vous voyez que l'Afrique, en proportion, est effectivement la région dont le PIB par habitant devrait augmenter le plus vite. Ce qu'on voit aussi, c'est que si on veut absolument limiter, simplement limiter l'augmentation du PIB aux pays développés, on voit bien que les autres vont croître. Donc on ne peut pas raisonner comme si avec la France ou les États-Unis. Maintenant, si vous regardez ce qui est prévu pour la consommation d'énergie finale, voilà, vous avez dans ces scénarios de l'IASA 3 catégories particulières qui sont le scénario supply, c'est-à-dire un scénario où la consommation d'énergie d'ici 2100 va plus que doubler par rapport à maintenant, mais n'oubliez pas, il y a tous les pays, l'Afrique, tous les pays en voie de développement qui ont besoin d'énergie. Donc même ça, vous verrez que pour les pays développés, ça correspondra à des efforts assez sérieux. Et puis vous avez le scénario, je dirais vert, je l'ai mis en vert, où pratiquement il n'y a pas d'augmentation de l'énergie finale, efficiency, je l'appelle, et puis intermédiaire, on trouve toujours un intermédiaire, c'est le scénario qu'ils appellent mixte. Alors, nous, par rapport à ça, on s'est dit, vous allez voir que dans ces scénarios, il y a des scénarios, le supply, qui fait appel au nucléaire, mais sa caractéristique, c'est essentiellement de faire appel au nucléaire à partir de 2060, et parce qu'on voit très bien qu'avec les méthodes qu'ils ont, même avec les méthodes qu'ils envisagent, qui sont essentiellement le stockage du CO2, ils n'arrivent pas à doubler le RCP 2,6 avec une augmentation raisonnable de la consommation finale d'énergie. Donc on s'est dit à quelques-uns, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une variante dans laquelle au lieu de démarrer vraiment fortement le nucléaire en 2060, on le démarrerait en 2020. Et dès maintenant, on peut dire que des pays comme la Chine et l'Inde sont sur cette voie-là. Ils ont commencé, à ne parle pas de l'Europe, parce que l'Europe n'existe pas. Et les États-Unis commencent à se poser à nouveau, vraiment, à part l'Angleterre, ou le Royaume-Uni. Donc, voilà, on a voulu regarder comment pouvait, raisonnablement, pour accélérer le nucléaire à partir de 2020, et ce que ça donne. Donc, ça, c'est la liste des auteurs. Alors, retenez ça, hexajoule, c'est 24 mégatep. Parce que tout est en hexajoule. Donc, multiplié par 24 et vous trouvez les mégatep. Bon, ça, je passe très rapidement. C'est pour vous donner la variation prévue donc, par le scénario message supply pour la consommation d'énergie pour les différentes régions. Donc ce que vous voyez, c'est que par exemple, l'Europe de l'Ouest, ici, ben, sa consommation n'augmentera pas beaucoup. Par contre, l'Afrique, ça augmentera beaucoup. La Chine, pas tellement finalement, elle devient importante, mais elle n'augmente pas tellement. Donc l'augmentation va venir essentiellement de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. Si on regarde maintenant, vous allez voir que ça fait des sacrifices, comme même le scénario supply. Si vous regardez la consommation finale d'énergie par habitant pour les différentes régions, vous voyez que pour les pays, comme pour les États-Unis, il y a une décroissance. Pour l'Europe, il y a une espèce de stabilité, et pour les autres pays, il y a une croissance. Donc ce sont tous des scénarios qui tendent à apporter un peu plus d'égalité de développement dans le monde. Alors ça, c'est très curieux, quand on le voit pour la première fois, c'est la concentration de CO2 équivalent
en fonction du temps, et vous voyez qu'elle passe par un maximum et qu'elle décroît. Donc, comment ça paraît miraculeux, et en réalité, ces scénarios reposent beaucoup sur le captage-stockage du CO2, et si vous faites ça sur la biomasse, ça permet de décroître, de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Je vous le dis tout de suite, ça joue, autrement dit, le captage-stockage, vous verrez qu'il joue un rôle énorme dans ces scénarios, mais il joue aussi à la fin, surtout, pour décroître la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ici, ça vous donne les émissions de CO2 qui vont être capturées. C'est vous dire à quel point la capture dans ces scénarios, quand on vous dit on a des scénarios qui limitent à 2 degrés, eh bien c'est des scénarios qui reposent de façon massive sur capture-stockage du CO2. Alors vous voyez jusqu'où ça peut aller. Dans le pire des cas, c'est 50 gigatonnes de CO2 par an qui devraient être stockés. C'est-à-dire pratiquement plus que ce qu'on produit actuellement. Chaque année, ça devrait aller sous terre. Ça nous a paru quand même très peu réaliste, et aussi extrêmement cher. Donc, c'est un peu une escroquerie intellectuelle de dire qu'on sait régler les problèmes dans ces conditions-là. Alors, vous voyez ce qui se passe pour les 3 scénarios. Si vous regardez, alors, j'en ai rajouté un. Le message c'est celui de l'IASA, et puis image, c'est celui du groupe hollandais qui s'est aussi fixé la même limite, les RCP 2,6. Alors les Hollandais, en fait, ils vont consommer encore plus de fossiles que le groupe message, et donc ils vont devoir stocker encore plus de CO2. Alors vous voyez que là, ils atteignent 50 gigatonnes. Si maintenant vous regardez le scénario message, ils sont à peu près plus raisonnables, hein, ils sont limités à 30 gigatonnes par an, et surtout ce que vous voyez, c'est que dans le scénario où il n'y a plus de nucléaire, le scénario efficiency, c'est un scénario de sortie du nucléaire, ben, malgré tout, ils doivent aussi, c'est-à-dire un scénario où on serre un petit peu la vis, et bien ils doivent aussi stocker chaque année 15 gigatonnes par an en 2100. Voilà, alors ça c'est l'évolution de l'utilisation des fossiles. Vous voyez qu'évidemment, dans tous les cas, alors je vais uniquement parler du scénario message, puisque l'image c'est vraiment 2 fois plus de fossiles. Donc ce scénario suppose effectivement une décroissance de la consommation de fossiles, très rapidement à partir de 2060 pour le scénario supply, et dès maintenant, disons, pour le scénario efficiency. Mais malgré tout, dans tous les scénarios, on continue à consommer des fossiles, même en 2100. C'est-à-dire, vous voyez, 200 ou 150 hexajoules, multiplié par, ça vous fait 3 gigatètres, ce qui n'est pas négligeable. Même, alors actuellement, elle est évidemment beaucoup plus haute. Alors, quelle est la contribution du nucléaire dans ces différents scénarios? Efficiency, c'est un scénario de sortie du nucléaire. Le scénario supply, ben, vous voyez que quand même, en 2100, il y a 250, donc multiplié encore par, ça fait 5 gigatètres de nucléaire en 2100, donc c'est quand même très considérable, avec une augmentation marquée du nucléaire à partir de 2060. Ça joue un rôle important dans ce scénario. Donc, disons que pour l'IASA, le nucléaire est quand même quelque chose qui est important. Par contre, il ne nous explique pas comment ils font. Il n'y a pas d'explication, savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est compatible avec les réserves. Ça c'est le silence. Alors les énergies renouvelables, disons qu'on voit aussi des quantités assez remarquables. Hein. Vous voyez la biomasse, 220 hexajoules, c'est-à-dire 4 gigatètres. C'est considérable. On peut se poser la question de savoir si c'est réaliste. Mais bon, c'est la prévision.
Alors, l'énergie solaire aussi, vous voyez que, bon, il y a plusieurs types d'énergie solaire, c'est-à-dire qu'il y a des photovoltaïques, et puis le solaire à concentration, le total, on arrive à 350. Donc c'est ces scénarios, nous on n'y a pas touché à ça. Ça nous paraît beaucoup, mais on n'a pas les moyens de vraiment critiquer à fond un travail qui est quand même sérieux. On ne peut pas se contenter de dire « Ah ben mais c'est pas possible », il faut dire pourquoi c'est pas possible. C'est beaucoup, dans ces scénarios, le solaire est fortement utilisé pour faire de l'hydrogène aussi. Et donc ça joue sur la mobilité. Et ça c'est pour vous montrer ce qui se passe donc, pour la biomasse. Vous voyez que une grande partie, ça c'est le total, et une grande partie de la biomasse est ici avec la capture. Donc ça explique pourquoi on arriverait à faire redescendre la quantité de CO2. Bon, les usages, je passe rapidement, ça va encore. Les usages, on voit surtout une croissance de l'énergie finale pour l'électricité. Il y a aussi, comme je vous l'ai expliqué, l'utilisation de l'hydrogène qui devrait croître, et tout ce qui est, ça c'est pour les transports, et tout ce qui est combustible fossile s'écroule logiquement. Donc vous voyez, électricité directe et puis hydrogène en gros. Et l'hydrogène étant produit d'une part en partie avec la biomasse, mais beaucoup par électrolyse de l'eau, on va dire. Et en particulier en utilisant les sources d'énergie renouvelable intermittente. Elle serait utilisée essentiellement pour faire de l'hydrogène pour la mobilité. Donc voilà, c'est ce que je l'ai dit là. Alors, si on veut regarder, même là-dessus, le scénario de sortie du nucléaire, il a une baisse de consommation qui est strictement égale à la disparition du nucléaire. C'est-à-dire, on ne fait pas de nucléaire, disons qu'on diminue de près de 40% la consommation par rapport à supply en 2100, eh bien, ça, c'est les 40% de nucléaire. C'est extrêmement facile à comprendre. Voilà. Voilà. Alors, ici, on a essayé de voir l'effet de la CSS, c'est-à-dire la capture, stockage, séparation et stockage du CO2 sur la quantité de... Pardon, sur la quantité qui se retrouve dans l'atmosphère. Alors ici, vous avez des comparaisons, supply avec CSS et supply sans CSS. Donc vous voyez qu'on passe de 1500 milliards de tonnes, je vous rappelle que les 1000 c'est les 2 degrés, 1500 milliards de tonnes, vous passez à 3000 si vous n'utilisez pas le CSS. Donc vraiment le CSS est absolument fondamental dans ces scénarios. C'est du CO2, c'est pas du CO2 équivalent, ça. CO2. Ah ben, je contrôle mal le reste. C'est vraiment un scénario énergétique et calculé. Voilà. Bon, alors voilà la question. Hein, en fait, notre approche, c'était de dire, on parle du scénario message supply, après on l'a regardé pour les autres aussi, et au lieu d'accélérer en 2060, on veut regarder d'une part ce que ça donne d'accélérer en 2020, et puis on commence par des... Alors on a choisi de n'utiliser que des réacteurs connus et des technologies connues. C'est-à-dire, je sais qu'ici on a des défenseurs des sels fondus, on ne les met pas dans le scénario, parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise qu'il faut attendre qu'il y en ait pour pouvoir travailler. Donc on a utilisé 3 types de réacteurs qui sont parfaitement connus, donc les REP. Bon, on n'a pas rajouté
écoutez REP ou REB, c'est pareil. Les CANDU, vous verrez que les CANDU peuvent être extrêmement intéressants, puisque les CANDU sont des réacteurs bien connus et qui fournissent beaucoup de plutonium, alors que les REP en fournissent beaucoup moins. Et puis, les réacteurs rapides sodium. Alors, je vous rappelle, c'était Phoenix, mais la Russie a continué un programme vigoureux dans le domaine des réacteurs sodium. Ils ont vendu déjà 800 MW à la Chine. Ils ont fini leur, ils sont en train de lancer un 1200 MW. Et d'autre part, l'Inde est aussi en phase de démarrer un 500 MW rapide. Donc, il n'y a pas que la France, ça continue ailleurs dans le monde. Donc, on a considéré que c'était des technologies qui étaient au point. Et par contre, on verra que le problème de la disponibilité du plutonium n'est pas trivial. Il faut regarder si effectivement on peut construire, produire suffisamment de plutonium pour arriver à un nombre considérable de réacteurs en fin de cycle. Donc le nucléaire serait développé et on l'utiliserait pour remplacer les fossiles, d'abord pour la production d'électricité, puis de chaleur et enfin dans les transports. Donc c'était notre approche, c'est-à-dire on commence d'abord par faire le plus facile, supprimer l'utilisation du charbon et le remplacer par le nucléaire pour la production d'électricité, puis la chaleur, puis les transports. Donc voilà le résultat de notre évaluation, alors elle est basée, si vous voulez, sur un taux de production de plutonium et d'utilisation du plutonium, je reviendrai dessus, mais ça vous donne déjà le résultat. Donc vous voyez comment ça se passerait. D'abord, développer les REP, qui en même temps donnent un stock de plutonium de démarrage. À partir, disons, 2040, à ce moment-là, vous avez le démarrage des réacteurs rapides qui prennent la totalité à la fin, les REP redescendant à zéro jusqu'en 2080. Donc ça, c'est quelque chose qui est le résultat d'une simulation, donc je vais vous donner les principales caractéristiques. La puissance, donc puissance nucléaire, vous voyez, 600 exajoules, c'est-à-dire 600, 6, 12 gigatètres. Donc c'est très sérieux, hein, ça représente 40 à 50% de la production d'énergie totale, mais il ne faut pas oublier qu'on a supprimé complètement à ce moment-là les fossiles. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on a assez d'uranium? Donc on s'est basé sur les réserves d'uranium données par l'IAEA, et en fait c'est environ 16 millions de tonnes. On voit comment on les utiliserait, donc on est aux environs 12 millions de tonnes, ce qui est à peu près compatible avec les réserves maximum. Actuellement, il y a 4 millions de tonnes qui sont reconnues comme réserves, mais il y a des réserves possibles. Donc on est à l'intérieur du livre rouge ou blanc ou rouge de l'IAEA, de ce qui est possible. Mais évidemment, ces réserves, c'est compte tenu de la surgénération. Donc s'il n'y avait pas de surgénération, on s'arrêterait en 2080, on n'aurait plus d'uranium. Alors ici, c'est pour vous dire, ça reviendra dans la discussion, à quel point les réacteurs CANDU, si on manque de plutonium, sont intéressants. C'est pour un parc de CANDU comparé à un parc de REP, vous voyez qu'en fait, les CANDU permettraient d'avoir un stock de plutonium pratiquement 3 fois supérieur à celui qu'on pourrait avoir avec les REP. On va voir que probablement on aura besoin de ça. Parce que le point essentiel, c'est que si vous prenez un réacteur du genre Super Phoenix, c'est un réacteur qui a par gigawatt
un cœur dans lequel il y a 4 tonnes de plutonium. Et dans le cycle, actuellement, avec les technologies actuelles, il y a encore 4 tonnes. Donc le vrai inventaire d'un réacteur comme Superphénix, c'est 8 tonnes. Or, chaque année, vous produisez 0,2 tonnes de plutonium, en plus de ce qui est la surgénération. Donc vous voyez qu'il vous faut beaucoup de temps pour arriver à doubler le parc avec ses caractéristiques actuelles. Et avec ces caractéristiques, on n'a absolument pas le moyen d'atteindre les chiffres que je vous ai donnés. Pour les atteindre, il y a 2 solutions. Enfin, ensuite, vous pouvez jouer avec les 2. Une des solutions, c'est au lieu d'avoir un traitement de 4 ans du combustible, dans le cycle de combustible, vous descendez à 1 an. À ce moment-là, effectivement, le taux de régénération devient suffisant pour pouvoir atteindre nos 2100, je ne sais pas, 2000 réacteurs, disons 2100. Mais ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'il faut changer, et c'est pour ça aussi qu'il y aura un débat peut-être entre Tom Bliss et Bernard Boudis, il faut changer la technique de retraitement. Et en particulier, probablement, il faut aller vers des combustibles métalliques, et l'utilisation que les Américains avaient développée de techniques de retraitement de combustible métal beaucoup plus rapide que ce qu'on fait avec les combustibles oxydes. Alors, on n'est pas sûr que ce soit possible. Hein, la démonstration de l'IFR, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont beaucoup avancé, mais on ne peut pas dire qu'actuellement c'est au niveau industriel et qu'on ne peut pas complètement considérer que tout leur traitement ne sera plus celui de la Hague, mais serait un traitement pyrométallurgique du type qui avait été développé par les Américains d'Aragon. Alors l'autre solution, c'est de dire, si on n'est pas capable d'avoir un taux de régénération suffisant, il faut plus produire de plutonium. C'est juste pour vous montrer que, si vous voulez, ce n'est pas un verrou technologique absolu. Donc, on a aussi des possibilités d'utiliser beaucoup plus de Candu. Et à ce moment-là, on voit ici qu'on arrive à notre but pour différentes possibilités. Par exemple, si vous avez un taux de régénération, disons, de 5,5, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous passer les Candu. Par contre, si on a actuellement 8 tonnes dans le cycle, eh bien, on a besoin de 50% de Candu. Donc, on a un jeu possible, 50% de Candu, vous avez plus de plutonium au départ. Donc, si vous faites moins de surgénération, vous arrivez quand même au résultat. Alors, la question, c'est de savoir, avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la nécessité du capture-stockage qu'on mettait en doute, si vous voulez. Alors, ici, vous avez supply, toujours supply, avec CSS, ici, supply sans CSS, et ici, vous avez pas de nucléaire, avec CSS, et pas de nucléaire sans CSS. C'est ce que je vous ai, ça c'est les scénarios, il y a ça, qui ne sont pas les nôtres, qu'on va modifier. Alors maintenant, si vous faites ce que j'appelle supply N, c'est-à-dire avec les modifications qu'on a prévues, vous voyez ici le nucléaire supply seul et le nucléaire supply N. Donc vous voyez que là, on augmente beaucoup, mais surtout on augmente beaucoup le nucléaire dès 2050. Et comme c'est à ce moment-là qu'on produit, on produit énormément de CO2 parce qu'on utilise beaucoup de CSS, c'est extrêmement efficace. Et là, vous avez l'évolution, c'est le contraire du nucléaire, l'évolution de l'utilisation des fossiles pour le scénario nucléaire et pour l'autre. Et
vous voyez qu'on gagne essentiellement dans ce domaine-là de façon considérable en disant ben, on va commencer le nucléaire en 2020. Et c'est la racine au fond, c'est la justification de ce qu'on propose. C'est de commencer vite. Plus on attend et plus ça sera difficile. Bon, je passe sur la biomasse qui n'est pas fondamentale. Capture CSS, alors oui, ça c'est intéressant. Si on veut exactement la même trajectoire, bien ici vous avez ce qui est nécessaire avec supply, et ici ce qui est nécessaire avec le supply nucléaire. Donc vous voyez que les demandes de CSS sont beaucoup plus faibles. Puis ici vous avez ce qu'on peut faire avec la biomasse. Et vous allez voir que même on pourrait se passer complètement de la CSS dans ce scénario. Alors vous avez ici toute la collection du stockage des cumuls de CO2. Donc vous avez ici celui qui est supply avec CSS, c'est les points ici, vous voyez, ici. Ici, le supply sans CSS, ben, c'est beaucoup plus élevé. Et ici, vous avez le supply N, d'accord, nucléaire, sans CSS, il est là. Donc, vous voyez qu'en réalité, si on fait le nucléaire, on n'a plus besoin du CSS. Bon, j'en viens très rapidement, juste avant de terminer. Là, je crois que j'ai fait le tour de ces scénarios. Juste avant de terminer, la question du coût. Puisque bien sûr, tout le monde dit oui, mais ça va coûter très cher. Alors là, déjà une question, c'est qu'est-ce qu'on prend comme prix? Est-ce qu'on prend le prix du nucléaire en Europe ou est-ce qu'on prend le prix du nucléaire en Chine? Après tout, c'est les Chinois qui vont construire le plus. Donc nous, on a fait le choix de prendre plutôt comme référence le prix du nucléaire en Chine. Alors, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des surgénérateurs, où on a quelques données aussi sur le prix le coût des surgénérateurs. Alors ici, c'est le coût des filières, il manque les différentes filières. Mais ce qui est important, c'est ici le nucléaire. Voilà, on va changer parce que c'est des coûts qui ont été donnés par l'OCDE. Donc, ben voilà, donc je suis désolé, là, il manque des trucs, mais en gros, je peux essayer de le retrouver. Ici, si vous voulez, c'est le coût du charbon. Ici, le coût du charbon, et ici, le coût